Mon frère a pulvérisé ma légendaire Alpine à 110 à 150 km/h. Ma mère m'a hurlé dessus, m'accusant de détruire la famille. Devant l'épave, mon choix était fait. Je l'ai regardé et j'ai dit froidement, appelle son avocat. Son visage est devenu livide. Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans et, il y a environ 3 mois, je croyais sincèrement que le choix le plus stressant de ma vie était de décider si je devais faire retapisser la banquette d'origine de mon Alpine à 110 berlinette de 1969 ou conserver sa patine parce qu'elle racontait une histoire. C'était mon plus gros problème. Un tissu de banquette. Je veux que vous gardiez en tête cette image de moi, debout dans mon garage un samedi matin, un café dans une main et un échantillon de cuir dans l'autre, car ce Julien-là a disparu. Il a été remplacé par une version qui a désormais un avocat en numérotation rapide et une famille qui ne comprend pas comment elle est passée des barbecues du dimanche aux mises en demeure en moins de 60 jours. Laissez-moi revenir en arrière pour vous brosser le tableau complet. J'ai grandi dans une ville moyenne de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon père, Hervé, était électricien à son compte et dirigeait sa propre petite équipe depuis environ 25 ans. Un homme solide, avec des mains comme des gants de baseball. Il n'a jamais manqué un seul de mes matchs de football. Ma mère, Danielle, était secrétaire médicale et travaillait à temps partiel depuis la naissance de mon jeune frère, Simon. Sur le papier, nous étions la famille française la plus ordinaire que l'on puisse imaginer, 2 garçons, un chien nommé Biscuit, un prêt immobilier et un repas de famille un dimanche sur 2. Pourtant, les fissures étaient déjà là. Simon avait 3 ans de moins que moi et, dès qu'il a su parler, ce gamin a eu une capacité magnétique à tout ramener à lui. Anniversaire, fête, vacances en famille. Si les projecteurs n'étaient pas braqués directement sur Simon, il trouvait toujours un moyen de détourner l'attention. Quand j'ai été sélectionné en équipe régionale de foot à 15 ans, Simon a fait une crise de colère au dîner parce que personne ne s'intéressait à son dessin. Quand j'ai obtenu une bourse pour étudier à l'université de Lyon, ma mère a passé tout le dîner de célébration à expliquer à quel point Simon avait du mal avec sa rentrée au lycée et que nous devions tous être plus compréhensifs. J'ai compris très tôt que l'économie émotionnelle de notre maison n'avait qu'une seule monnaie d'échange, les sentiments de Simon. Je ne vais pas faire semblant d'avoir été totalement serein face à cela. Je lui en ai voulu pendant des années, mais vers le milieu de ma vingtaine, j'ai fini par faire la paix avec cette situation. Après mes études, je me suis installé à Lyon, j'ai trouvé un poste de conducteur de travaux dans une entreprise de bâtiment, et j'ai commencé à construire une vie qui ne tournait pas autour de la compétition pour attirer l'attention de mes parents. À 30 ans, j'avais acheté une maison de 3 chambres avec un petit jardin, je m'étais constitué une solide épargne, et je fréquentais une femme nommée Pauline, plus intelligente que moi dans tous les domaines mesurables, et dotée d'un rire qui faisait sourire les inconnus au restaurant. Et puis, il y avait l'Alpine. Mon grand-père paternel, un homme que tout le monde appelait Baptiste, possédait une Alpine à 110 berlinette de 1969 depuis bien avant ma naissance. Bleu Alpine, cette couleur mythique des légendes de rallye. Baptiste l'avait achetée en 1984 à un homme qui l'avait laissé dormir dans une grange pendant 10 ans, et il avait passé les 15 années suivantes à la restaurer pièce par pièce. Un moteur refait à neuf, des collecteurs d'échappement d'origine, un intérieur d'époque impeccable, la totale. Cette voiture était la fierté de Baptiste. Il me laissait m'installer au volant quand j'avais 8 ans pour faire semblant de dévaler les routes de Monaco pendant qu'il se tenait dans l'allée en riant. Lorsque Baptiste est décédé en 2019, les choses étaient d'une clarté absolue. L'Alpine me revenait à moi, pas à mon père, pas à Simon, ni à la famille collectivement. À Julien Lambert spécifiquement. Baptiste avait même écrit une lettre manuscrite que le notaire a lue à haute voix lors de l'ouverture du testament, disant qu'il savait que je prendrais soin d'elle comme elle le méritait. Je n'ai pas honte de dire que j'ai pleuré. Cette voiture valait entre 85 000 € et 110 000 € selon les experts. Mais pour moi, elle était inestimable. C'était la trace des mains de Baptiste sur chaque boulon, sa patience dans chaque surface polie. Comme on pouvait s'y attendre, Simon a très mal pris la chose. Lors de la réception après les funérailles, il a fait une remarque sur le fait que Baptiste avait toujours eu des favoris, et ma mère a acquiescé de la tête comme si c'était une chose tout à fait acceptable à dire lors de l'hommage à un défunt. Mon père semblait mal à l'aise mais n'a rien dit, ce qui était sa réaction par défaut face à tout conflit impliquant Simon. Le lendemain matin, j'ai chargé l'Alpine sur un plateau pour l'amener chez moi, dans mon garage à Lyon. Sincèrement, je pensais que l'histoire s'arrêterait là. Pendant environ 3 ans, ce fut le cas. Je sortais l'Alpine le week-end,
je l'emmenais à quelques rassemblements de voitures anciennes et je la gardais dans une partie isolée de mon garage que j'avais spécialement aménagé avec une ventilation adéquate et un déshumidificateur. Je l'avais assuré via un contrat spécifique pour véhicule de collection avec une valeur agréée de 95 000 €. Je tenais un carnet d'entretien méticuleux. Je traitais cette voiture comme certains traitent leur premier-né, sauf que l'Alpine ne m'a jamais réveillé à 3 heures du matin en hurlant à cause d'une couche mouillée. Elle avait donc un net avantage. Puis, il y a environ 4 mois, les choses ont commencé à basculer. Simon, qui enchaînait les petits boulots et les déménagements depuis 10 ans, est revenu s'installer chez nos parents. Il avait 29 ans, venait de se séparer de sa petite amie Julie, et selon ma mère, il avait juste besoin d'un peu de temps pour rebondir. J'avais entendu cette phrase tellement de fois qu'elle aurait pu faire l'objet d'un abonnement de fidélité. Mon père m'a appelé un soir, début mars, pour me demander si nous venions pour Pâques. J'ai répondu que oui, que Pauline et moi prendrions la route le samedi. Puis, comme si de rien n'était, il a mentionné que Simon parlait beaucoup de la voiture de Baptiste ces derniers temps. J'ai demandé ce que cela signifiait. Mon père est resté silencieux un instant avant de dire qu'il trouvait simplement injuste que j'ai hérité de toute la voiture alors que lui n'avait rien reçu d'une valeur équivalente. J'ai rappelé à mon père que le testament de Baptiste était sa volonté souveraine, que Simon avait hérité de sa barque de pêche et de ses outils d'ébénisterie, et que personne n'avait forcé notre grand-père à rédiger ses volontés ainsi. Mon père a dit, je sais. Essaie juste de ne pas aborder le sujet devant ton frère. Je n'ai donc pas abordé le sujet. Je me suis rendu chez mes parents pour le week-end de Pâques avec Pauline dans mon utilitaire, laissant l'Alpine en sécurité dans mon garage. Je suis entré dans la maison pour un repas de fête où l'ambiance laissait penser que tout le monde parlait de moi 5 secondes avant que j'ouvre la porte. Simon était déjà là. Il avait pris un peu de poids, arborait une barbe mal taillée et portait un blouson de pilote vintage qu'il avait très probablement acheté pour faire passer un message. Le dîner s'est bien déroulé en apparence. Ma mère avait préparé son gigot d'agneau habituel. Mon père a raconté la même blague sur les cloches de Pâques qu'il répétait depuis 1997. Mais je surprenais Simon qui me fixait avec une expression étrange, les lèvres serrées, comme s'il faisait des calculs mentaux. Après le repas, pendant que Pauline et ma mère débarrassaient, Simon m'a coincé sur la terrasse arrière. Il avait une bière à la main et affectait un ton détaché que j'ai immédiatement reconnu. Alors, dit-il en s'appuyant contre la rambarde, j'ai réfléchi pour l'Alpine. J'ai bu une gorgée de mon verre et j'ai attendu. Je pense qu'il serait juste qu'on la partage, ou que tu la vendes pour qu'on partage l'argent. Baptiste nous aimait tous les deux, mec. Ce n'est pas juste que tu aies récupéré le joyau de la couronne alors que je me retrouve avec une barque dont la coque est fissurée. Je lui ai répondu calmement que la barque valait environ 12 000 € quand Baptiste la lui avait léguée, qu'il l'avait vendue dans les 6 mois pour dépenser l'argent, et qu'un testament était un acte notarié, pas une boîte à suggestions. Il est devenu rouge de colère et a lancé, « Tu fais toujours ça. Tu te prends toujours pour un être supérieur parce que tu as réussi ta vie. » Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je lui ai dit que je l'aimais, que Baptiste l'aimait aussi, et que la voiture n'était pas négociable. Puis je suis rentré, j'ai aidé Pauline à essuyer la vaisselle et nous sommes rentrés le lendemain matin en pensant que la conversation était close. Elle ne l'était pas, loin de là. Ce que je ne savais pas, et que je n'allais découvrir que 3 semaines plus tard, c'est que Simon avait passé tout ce week-end de Pâques à mémoriser la disposition de ma maison à partir des photos que ma mère avait sur son téléphone. Il savait de quel côté du garage l'Alpine était garée. Il savait où je gardais les clés sur le tableau près de l'entrée de service, et il avait déjà planifié exactement comment il allait s'emparer de ce qu'il considérait comme son dû. 3 semaines après Pâques, j'étais sur un chantier à Écully, à l'ouest de Lyon, pour superviser la construction d'un immeuble commercial, lorsque mon téléphone a vibré avec 6 appels manqués. 3 de Pauline, 2 de mon père et 1 d'un numéro inconnu. Avant que je puisse rappeler qui que ce soit, le nom de Pauline s'est de nouveau affiché. J'ai décroché, et elle parlait à toute vitesse, ce qui ne lui arrive presque jamais. C'est le genre de femme capable de décrire l'apocalypse comme si elle lisait la carte des vins. Alors, quand elle précipite ces mots, c'est que la situation est vraiment grave. Julien, la police est à la maison. Quelqu'un a fracturé le garage. L'Alpine a disparu. Je m'aimerais pouvoir vous dire que je suis resté calme à ce moment-là. Que j'ai pris une grande inspiration et dit quelque chose de mesuré. En réalité, je me suis assis sur un tas de madriers et j'ai senti mon sang se glacer, comme si on m'avait vidé de mon énergie.
Mon chef de chantier, Thierry, un homme de métier avec 30 ans de bouteille, m'a regardé et a dit à l'équipe de prendre 15 minutes de pause. Je suis rentré chez moi en 2 fois moins de temps qu'il n'en faut d'ordinaire. 2 policiers étaient garés dans mon allée. La porte latérale du garage avait été forcée à l'aide de ce qui ressemblait à un pied de biche selon eux, et il y avait des traces de pneus fraîches sur le béton menant directement à la rue. La clé de l'Alpine avait disparu du crochet dans l'entrée. Rien d'autre dans la maison n'avait été touché. Pas de télévision, pas d'ordinateur, pas de coffre-fort. Juste la clé et la voiture. Debout dans ce box vide, fixant la tache d'huile sur le sol où l'Alpine était restée garée pendant 3 ans, je savais déjà exactement qui avait fait le coup. Mais je n'allais pas le formuler à voix haute devant la police sans preuve, car je ne suis pas du genre à porter des accusations sur de simples intuitions, même si mes tripes hurlaient. Les policiers ont pris ma déposition, relevé les empreintes sur la porte latérale et m'ont dit qu'ils me tiendraient informé. Pauline a préparé du café et s'est assise avec moi à la table de la cuisine pendant que j'appelais mon assurance pour déclarer le vol. J'étais anesthésié, pas encore en colère, juste vide. Tout a changé environ 4 heures plus tard. Mon père a appelé. Sa voix avait cette intonation bien précise qu'il prend lorsqu'il s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle tout en essayant de la minimiser. « Julien, je dois te dire quelque chose, et je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de réagir. » Il m'a annoncé que Simon s'était présenté chez mes parents ce matin-là au volant de l'Alpine. Il était arrivé tranquillement à 7 heures du matin dans l'allée, comme s'il se rendait à un défilé. Daniel était apparemment sorti en peignoir et, au lieu de demander à son fils de 29 ans pourquoi il conduisait un véhicule volé, elle lui avait dit qu'elle était magnifique sous la lumière du matin. Prenez une seconde pour réaliser. Ma mère a vu son plus jeune fils arriver dans une voiture qu'il avait volée à son fils aîné, et son premier réflexe a été de complimenter la peinture. Simon leur avait dit qu'il avait roulé depuis Lyon pendant la nuit, qu'il avait emprunté la voiture pour l'emmener dans l'atelier d'un ami à Grenoble afin de la faire régler correctement, et que j'étais égoïste de la garder enfermée dans un garage où personne ne pouvait en profiter. Mon père a dit qu'il avait ordonné à Simon de la ramener immédiatement. Simon a ri, un vrai rire, affirmant qu'il allait d'abord faire un tour parce qu'il l'avait bien mérité, puis il a engagé l'Alpine sur l'autoroute A48. Le rapport de la gendarmerie nationale confirmera plus tard qu'il roulait à près de 150 km/h lorsqu'il a perdu le contrôle dans un virage, juste avant la limite du département de l'Isère. L'Alpine a percuté la barrière de sécurité côté passager, a traversé 2 voies en toupie et s'est immobilisé sur le terre-plein central après avoir fait un tonneau. L'avant était broyé. Le toit était enfoncé. Le moteur d'origine que Baptiste avait reconstruit de ses mains pendant 3 ans avait été repoussé dans l'habitacle à travers la cloison par feu. La voiture dans laquelle mon grand-père avait versé 15 ans de sa vie était, selon le jargon clinique de l'expert en assurance, une perte totale non récupérable. Simon s'en est sorti avec une clavicule froissée et une coupure au-dessus de l'œil. Il ne portait pas de ceinture de sécurité. Il n'était pas sur le contrat d'assurance. Il n'avait aucune autorisation de conduire le véhicule. Il a cependant été immédiatement placé en garde à vue par les gendarmes pour conduite dangereuse et recel de véhicules volés. C'est là que le cirque familial a véritablement commencé. Ma mère m'a appelé ce soir-là, non pas pour s'excuser ou exprimer son effroi, mais pour me hurler dessus. Je veux dire, hurler comme si sa cuisine était en feu. Julien, tu dois retirer ta plainte immédiatement. Ton frère est en cellule, il est terrifié. Il a fait une erreur. Tu es en train de détruire cette famille pour une voiture. Je me tenais dans mon garage. J'ai regardé l'espace vide où l'Alpine était garée. J'ai regardé la tache d'huile. J'ai regardé les marques de forçage sur la porte latérale par laquelle mon propre frère s'était introduit chez moi, et j'ai dit très calmement, appelle son avocat. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis ma mère a demandé, qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai répété, appelle son avocat, maman, parce que je vais engager toutes les poursuites possibles, et tu devrais probablement commencer à réfléchir pour savoir si tu veux continuer à défendre la personne qui vient de détruire une voiture de 95 000 € que son grand-père décédé avait laissée à quelqu'un d'autre. Elle a blêmi. Je le sais parce que mon père était à côté d'elle et m'a raconté plus tard qu'elle avait perdu toutes ses couleurs d'un coup, comme si on avait éteint la lumière. Elle a raccroché sans ajouter un mot. Au cours des 48 heures suivantes, mon téléphone est devenu une zone de guerre. Des dizaines de messages de Simon, de ma mère, de ma tante Nadine, à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans, et même de Gabriel,
une amie de ma mère qui se croyait visiblement autorisée à donner son avis sur nos affaires de famille bien qu'elle soit fleuriste à la retraite. Les messages allaient du chantage affectif aux menaces pures et simples. Simon m'a envoyé une photo de son visage tuméfié après l'accident avec ce commentaire, « Voilà ce que ta voiture m'a fait ». Ma mère m'a envoyé un long pavé de 7 paragraphes expliquant que la famille était plus importante que les biens matériels et que Baptiste aurait honte de moi. Ma tante Nadine m'a traité d'homme froid et sans cœur, ajoutant que ma grand-mère, décédée depuis 6 ans, devait se retourner dans sa tombe. J'ai lu chacun de ces messages. J'ai fait des captures d'écran de chacun d'eux, puis j'ai fait quelque chose qui a probablement préservé ma santé mentale et grandement servi mon dossier juridique, j'ai gardé un silence absolu. Aucune réponse, aucune explication, aucun éclat de voix. Je n'ai pas appelé mon père pour me défouler. Je n'ai rien publié en ligne. Je n'ai pas envoyé de message de colère à Simon au milieu de la nuit. J'ai tout coupé, comme on coupe un disjoncteur. Pauline m'a demandé ce soir-là si j'allais bien. Je lui ai répondu, non, je ne vais pas bien, mais je vais être méthodique dans ma façon de gérer cela. Le lendemain matin, j'ai contacté mon assurance pour lancer officiellement la procédure d'indemnisation. Ensuite, j'ai appelé un avocat spécialisé en contentieux civil à Lyon, maître Vincent Halimi, qu'un collègue avait déjà sollicité pour un litige immobilier. Vincent a décroché à la 2e sonnerie, et lorsque j'ai fini de lui raconter toute l'histoire, il y a eu un long silence. Puis il a dit, « Julien, votre frère ne s'est pas contenté de voler une voiture. Il a commis un vol qualifié de véhicule, une violation de domicile, une destruction de biens d'autrui d'une valeur supérieure à 60 000 €, et selon la tournure que prendront les assurances. Potentiellement une tentative d'escroquerie. Vous ne faites pas que porter plainte, vous construisez une forteresse. » J'ai dit à Vincent que je voulais explorer toutes les pistes, pénales comme civiles. Il m'a assuré qu'il allait récupérer les rapports de police et se coordonner avec le procureur de la République. Ce soir-là, je me suis assis dans mon garage, la porte ouverte, une bière à la main, à fixer les traces de pneus sur le sol. Pauline est venue s'asseoir à mes côtés sans un mot pendant 20 minutes, puis elle a dit, « Tu sais que ta mère va essayer de faire de toi le méchant de l'histoire, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, « C'est déjà fait. » Ce que ni elle ni moi ne savions encore, et que Vincent allait découvrir environ 72 heures plus tard lors de l'étude préliminaire des pièces, c'est que le vol de l'Alpine n'était pas un acte impulsif de jalousie. Simon le planifiait depuis des semaines, et il ne le planifiait pas seul. Vincent m'a appelé un mercredi matin pour me demander de passer à son cabinet. Pas de coup de téléphone rapide, pas de visioconférence. Venez vous asseoir en face de moi, car vous allez avoir besoin de vous asseoir. Je me suis rendu à son cabinet en plein centre de Lyon, une étude sérieuse qui sentait le vieux papier et les dossiers rigoureux. Vincent est le genre d'avocat qui ressemble à un entraîneur de club local mais s'exprime comme un procureur chevronné, cheveux ras, lunettes de lecture et une voix capable de donner à une amende de stationnement des airs de plaidoirie devant la Cour de cassation. Il avait un dossier ouvert sur son bureau contenant des impressions provenant du téléphone de ma mère. Pas des messages qu'elle m'avait envoyés, mais des échanges entre Daniel et Simon durant les 3 semaines séparant Pâques du vol. L'assistant de Vincent les avait obtenus via les demandes de communication de pièces liées à la procédure pénale, et ce qu'il révélait a glacé l'atmosphère de la pièce de 10 degrés. Ma mère avait aidé Simon à préparer le coup. Pas de manière vague, du style « je savais qu'il y pensait », non. De manière opérationnelle et précise, laisse-moi vérifier l'emploi du temps de Julien pour qu'il ne soit pas là. Il y avait 14 messages étalés sur 11 jours où Daniel et Simon organisaient le vol comme s'il s'agissait d'une simple course de famille. Daniel avait envoyé à Simon un plan de ma maison, tiré de photos que je lui avais partagées au fil des ans. Elle avait entouré la porte d'entrée de service et le tableau des clés à l'aide d'une application d'annotation de photos. Elle lui avait indiqué les jours où j'étais généralement sur les chantiers et ne rentrais pas avant le soir. Simon lui avait demandé si le garage avait une alarme, et elle avait répondu « Je ne crois pas, mais je poserai la question l'air de rien la prochaine fois que nous nous parlerons. » Elle ne m'a jamais posé la question, mais le simple fait qu'elle ait été prête à me soutirer des informations de sécurité sur ma propre maison pour que son autre fils puisse me cambrioler m'affecte d'une manière que je ne peux toujours pas exprimer. Le dernier message de la discussion, envoyé la veille du vol par Daniel à Simon, disait « Fais juste attention avec la voiture. Ramène-la avant qu'il ne s'en rende compte et on s'arrangera pour le reste plus tard. » Elle croyait sincèrement que Simon allait simplement emprunter la voiture pendant un jour ou deux et que, d'une manière ou d'une autre, après avoir conduit un véhicule volé sur des centaines de kilomètres aller-retour, tout s'arrangerait parce que, c'est la famille.
Je me suis assis dans le bureau de Vincent et j'ai relu ses messages à 2 reprises. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Vincent m'a laissé le temps de digérer. Quand j'ai enfin levé les yeux, il a dit « Votre mère est désormais potentiellement complice de vol qualifié de véhicule. Au minimum, elle est co-conspiratrice. Le procureur va vouloir examiner cela. » J'ai demandé à Vincent quelles étaient mes options. Il les a exposées clairement. Sur le plan pénal, Simon faisait déjà face à de graves accusations. Le parquet de l'Isère gérait les poursuites pour conduite dangereuse et recel suite à l'accident sur l'autoroute. Le procureur de Lyon allait s'occuper de la violation de domicile et du vol avec effraction chez moi. Avec les preuves textuelles montrant la préméditation, Vincent a estimé que les 2 parquets allaient être particulièrement fermes. Simon risquait une peine de prison ferme. Pas du sursis, pas des travaux d'intérêt général. On parlait de 2 à 6 ans selon l'application des peines de vol aggravées. Sur le plan civil, j'étais en droit de poursuivre Simon pour obtenir le remboursement de la valeur totale de l'Alpine, que mon assureur spécialisé avait validé à 95 000 €. Mais c'est là que les choses devenaient intéressantes. Vincent m'a expliqué que je pouvais également engager la responsabilité civile de ma mère en tant que co-conspiratrice. Si les messages prouvaient qu'elle avait matériellement facilité le délit, elle pouvait être déclarée solidairement responsable des dommages. J'ai posé des questions au sujet de mon père. Vincent m'a rassuré en disant qu'il n'y avait aucune preuve qu'Hervé ait été au courant du projet. Les échanges étaient exclusivement entre Daniel et Simon. D'après le dossier, mon père avait été mis devant le fait accompli le matin même où Simon s'était garé dans l'allée. J'en ai éprouvé un soulagement immense. Non pas parce que je voulais éviter à mon père des conséquences qu'il n'aurait pas méritées, mais parce que l'idée que mes 2 parents aient pu conspirer activement pour me voler était un fardeau que je n'aurais sans doute pas pu porter. Vincent m'a également signalé que la compagnie d'assurance menait sa propre enquête pour suspicion de fraude, une procédure standard lorsqu'un membre de la famille détruit un véhicule volé. Il s'attendait à ce que je sois rapidement hors de cause au vu des rapports de gendarmerie et de l'arrestation de Simon, mais il m'a prévenu que l'assureur allait probablement se retourner directement contre Simon pour récupérer l'intégralité de la somme versée. Simon n'allait pas seulement me devoir de l'argent, il allait en devoir à une compagnie d'assurance. J'ai dit à Vincent de lancer toutes les procédures, coopération totale avec la justice pénale, action civile complète, et d'inclure Daniel comme défendresse. Il m'a demandé si j'étais certain de vouloir inclure ma mère. J'ai répondu que je voulais que chaque personne ayant participé au vol et à la destruction de la voiture de mon grand-père réponde de ses actes. Il a acquiescé et a dit, alors, bâtissons cette forteresse. Pendant les 3 semaines qui ont suivi, je suis devenu la version la plus effacée de moi-même. J'allais travailler, je rentrais chez moi, je dînais avec Pauline, je regardais le football. Je n'ai pas répondu à un seul appel de mes parents ou de Simon. Je n'ai répondu à absolument aucun message. Pour ma famille, j'avais tout simplement disparu de la circulation. Cela les a rendus complètement fous. Ma mère me laissait des messages vocaux qui passaient de la fureur aux larmes, puis à la colère à nouveau, parfois au cours du même enregistrement. Elle m'accusait d'être vindicatif, de préférer un tas de ferraille à mon propre sang. Elle me disait que Baptiste n'aurait jamais voulu cela, que Simon faisait des crises d'angoisse et ne pouvait plus rien avaler. J'ai enregistré chaque message et je les ai tous transmis à Vincent. Simon a tenté une autre approche. Il m'a envoyé une lettre manuscrite de 4 pages, rédigée sur papier blanc, envoyée par la poste à mon domicile. Il y disait qu'il était désolé, qu'il s'était laissé emporter par ses sentiments envers Baptiste et que prendre la voiture était un appel à l'aide, pas un crime. Il prétendait qu'il voulait simplement se sentir proche de notre grand-père, comme moi à chaque fois que je m'asseyais au volant. Il proposait de me rembourser petit à petit si je retirais ma plainte. Pour être honnête, cette lettre a failli me toucher. Pendant environ 3/4 d'heure, je suis resté assis sur ma terrasse à la lire en éprouvant quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Puis j'ai relu les messages entre lui et ma mère, ceux où il planifiait froidement l'intrusion chez moi, et cette compassion s'est évaporée comme de l'eau sur un bloc moteur brûlant. J'ai remis la lettre à Vincent, qui l'a jointe au dossier. Pendant ce temps, l'enquête de l'assurance s'est conclue plus rapidement que prévu. L'expert a confirmé la légitimité du sinistre et la compagnie m'a versé l'indemnisation de 95 000 € sur la base de la valeur agréée du contrat. Parallèlement, l'assureur a engagé une action récursoire contre Simon pour obtenir le remboursement total de la somme. Désormais,
Simon devait 95 000 € à une compagnie d'assurance dont le service juridique comptait plus d'avocats que son répertoire ne comptait de contacts téléphoniques. Vincent a également missionné un comptable spécialisé, Éric Caron, pour réaliser une enquête de solvabilité sur Simon. Les résultats étaient presque affligeants. Simon avait 3 200 € sur son compte courant, aucune épargne, aucune retraite, une Renault Mégane de 2014 sur laquelle il lui restait 7 400 € de crédit à rembourser, et environ 22 000 € de dette de carte de crédit. Sa valeur nette était négative. Le gars qui avait volé une voiture de 95 000 € n'aurait même pas pu en payer les pneus. Mais pour Daniel, c'était une autre histoire. Elle et mon père possédaient leur maison, estimée à 340 000 €, avec un capital restant dû sur le prêt d'environ 120 000 €. Elle disposait également d'une petite épargne personnelle et d'un compte joint avec mon père. Vincent m'a expliqué que l'action civile pouvait potentiellement cibler sa part de ses actifs. J'ai précisé que je ne voulais pas détruire la sécurité financière de mon père. Vincent m'a répondu que nous pouvions structurer la demande de manière à viser uniquement la responsabilité individuelle de Daniel. Ce serait complexe, mais réalisable. À la fin de notre entretien, Vincent s'est adossé à son fauteuil et a dit « Vous savez ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas ? Ils vont essayer de négocier. Simon, votre mère ou les deux vont vous faire une proposition pour classer l'affaire avant d'arriver au tribunal. » J'ai répondu « Je m'en doute. » Et quand cela arrivera, a ajouté Vincent, votre mère jouera la seule carte qu'elle a toujours gardée en réserve, elle vous dira que si vous allez jusqu'au bout, vous perdrez votre famille pour toujours. Je l'ai regardé et j'ai dit, Vincent, j'ai perdu ma famille le soir où ma mère a envoyé le plan de ma maison à mon frère par message. Il a noté cette phrase. Je pense qu'il prévoyait de l'utiliser dans sa plaidoirie d'ouverture. L'offre d'accord amiable est arrivée un mardi, exactement 31 jours après l'accident. Elle n'émanait ni de Simon ni de ma mère, mais d'un avocat nommé maître Richard Pelletier, associé d'un petit cabinet situé près de la commune de mes parents, que ma mère avait visiblement engagé en utilisant l'argent du compte joint. Mon père, je l'apprendrai plus tard, n'était pas au courant. Richard Pelletier a envoyé un courrier au cabinet de Vincent proposant que j'accepte la somme de 15 000 € en règlement complet et définitif de tout litige civil contre Simon et Daniel. En échange de l'abandon de l'action civile et de la rédaction d'un courrier au procureur demandant l'indulgence dans les poursuites pénales. 15 000 € pour une voiture de 95 000 €, avec l'idée sous-jacente que je devais aussi aider mon frère à éviter la prison sous prétexte que nous étions de la même famille. Vincent m'a appelé pour me lire l'offre au téléphone. Quand il a terminé, il y a eu un silence d'environ 8 secondes. Puis j'ai demandé, il est sérieux? Vincent a répondu, il est sérieux dans la mesure où c'est écrit sur du papier à en-tête, mais ce montant me prouve que votre mère n'a aucune conscience de sa responsabilité juridique. Soit son avocat ne lui a pas expliqué, soit elle n'a pas écouté. J'ai demandé à Vincent de refuser l'offre par écrit et d'y joindre une contre-proposition exigeant le versement complet de 95 000 € de la part de Daniel à titre individuel, assorti de 30 000 € de dommages et intérêts punitifs pour son rôle dans la planification du vol. Je voulais que ce chiffre montre clairement que je n'étais pas là pour négocier, mais pour faire valoir mes droits. Vincent a envoyé la réponse le jeudi. Dès le vendredi matin, j'avais 11 appels manqués de ma mère. Je n'ai pas décroché. Pauline et moi sommes sortis dîner dans un restaurant thaïlandais ce soir-là, nous avons partagé une bouteille de vin, et je lui ai confié que je me sentais étrangement serein. Elle m'a dit, tu es serein parce que tu as repris le contrôle pour la première fois depuis Pâques. Elle avait raison. Il y a une paix particulière qui s'installe quand on sait qu'on a tout documenté, qu'on s'est entouré des bonnes personnes et qu'on s'est positionné de telle sorte que la vérité soit notre seule arme. Cette tranquillité a duré environ 72 heures. Le lundi matin, mon père s'est présenté chez moi. Pas d'appel, pas de message, juste Hervé Lambert debout sur mon perron à 8h15 du matin, ayant l'air d'avoir pris 10 ans en un mois. J'ai ouvert la porte et il a dit, « Je peux entrer, mon fils ?» Je l'ai laissé entrer. Pauline lui a préparé un café. Il s'est assis à la table de la cuisine, les mains serrées autour de sa tasse, sans dire un mot pendant 2 bonnes minutes. Puis il m'a tout raconté. Il m'a expliqué que Daniel lui avait caché toute l'ampleur de la situation. Il n'était pas au courant des messages de planification jusqu'à ce que le cabinet de maître Pelletier l'en informe lors d'un appel concernant la proposition de règlement. Il ignorait que Daniel avait engagé un avocat avec leur épargne commune, et qu'elle avait aidé Simon à repérer la disposition de mon garage. Il avait supposé, comme toute personne sensée,
que le vol commis par Simon était un acte impulsif et égoïste, et non une opération coordonnée et co-planifiée par son épouse. Mon père m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit, « Je t'ai abandonné, Julien. Je t'abandonne depuis des années. J'ai laissé ta mère faire de Simon le centre de tout, et je me disais que c'était plus simple ainsi pour avoir la paix. Je ne suis pas là pour te demander de retirer quoi que ce soit. Je suis là pour te demander pardon. Je ne vais pas prétendre que cela ne m'a rien fait. Cela m'a percuté de plein fouet. Mon père, l'homme qui n'avait jamais manqué un match de foot mais qui n'avait jamais pris ma défense face au favoritisme de ma mère, me disait enfin ce que j'avais besoin d'entendre depuis mes 16 ans. Je l'ai remercié, je lui ai dit que je l'aimais, puis je lui ai exposé la réalité, « Papa, l'action civile vise maman en tant que défendresse. Selon la façon dont cela se passera, cela pourrait toucher la maison. Tu dois te protéger financièrement, et tu dois le faire maintenant. » Il est resté silencieux, puis il a hoché lentement la tête et a dit, « Dis-moi ce que je dois faire. » J'ai appelé Vincent depuis la cuisine tandis que mon père était assis à la table. Vincent a conseillé à mon père de consulter immédiatement son propre avocat, distinct de celui de Daniel et du mien. Il avait besoin de quelqu'un pour le conseiller sur la protection de sa part des biens communs dans l'éventualité où un jugement serait prononcé contre Daniel. Vincent lui a donné les coordonnées d'une avocate spécialisée en droit de la famille, maître Sylvie Renaud, installée dans la ville de mes parents. Mon père a noté le nom sur une serviette en papier, l'a plié soigneusement et l'a glissé dans la poche de sa chemise. Avant de partir, mon père a ajouté une dernière chose. Il a raconté que Simon l'appelait sans cesse, exigeant qu'Hervé me ramène à la raison. Simon avait apparemment menacé mon père d'affirmer devant le tribunal, s'il y avait un procès, que notre père était également au courant du projet, ce qui était une pure invention. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, il a menacé de mentir sous serment si je ne réglais pas la situation pour lui. J'ai dit à mon père que Vincent devait être informé de cette menace immédiatement, car les tentatives de subordination de témoins et les menaces de parjure ne sont pas des choses que l'on garde dans sa poche de chemise à côté d'une serviette en papier. Il a accepté d'appeler directement Vincent. Cette conversation avec mon père a cristallisé les choses pour moi. Jusqu'alors, une petite part de moi, têtue, s'était raccrochée à l'idée que tout cela pourrait se régler en dehors d'un tribunal. Que Simon aurait peut-être un sursaut de conscience, ou que ma mère réaliserait la gravité de son geste et assumerait ses responsabilités. L'Alpine était le déclencheur, mais le mal sous-jacent grandissait depuis 29 ans. Simon pensait que la terre entière lui devait tout, et quiconque s'y opposait n'était qu'un obstacle à manipuler, à menacer ou à écarter. Ma mère avait passé sa vie à nourrir cette croyance, et mon père avait laissé faire en ne disant jamais stop. J'en avais fini de me montrer raisonnable, d'essayer d'être au-dessus de tout cela. J'allais simplement faire ce qui était juste, et laisser la justice faire son travail. Durant les 2 semaines suivantes, la pression de ma mère s'est accentuée. Elle a commencé à appeler Pauline directement, ce qui s'est avéré être une erreur stratégique monumentale, car Pauline est le genre de femme qui a un jour fait pleurer un conseiller financier de concessionnaire automobile en relevant 3 erreurs dans un contrat de location. Daniel a d'abord tenté la corde sensible. Elle a dit à Pauline que je détruisais l'avenir de Simon par pure jalousie et que j'avais toujours détesté mon frère. Pauline l'a écouté poliment, a répondu « Je lui transmettrai votre appel », puis a raccroché. Ensuite, Daniel a tenté la culpabilisation, disant à Pauline « J'espère que lorsque vous aurez des enfants un jour, ils vous traiteront mieux que Julien ne me traite. » La réponse de Pauline s'est résumée à un unique message écrit « Quand j'aurai des enfants, je n'aiderai pas l'un d'eux à cambrioler la maison de l'autre. » Daniel n'a plus jamais rappelé. Entre-temps, les dossiers pénaux avançaient. Le procureur de Lyon a officiellement inculpé Simon de vol qualifié de biens d'une valeur supérieure à 60 000 €, violation de domicile et dégradation. Le parquet de l'Isère a ajouté la conduite dangereuse et le recel de véhicules volés. L'avocat commis d'office de Simon a demandé un renvoi, qui a été accordé. Son audience préliminaire a été fixée à la fin du mois de juin. C'est alors que s'est produit ce à quoi je m'étais préparé en silence. Vincent m'a appelé un vendredi après-midi pour m'annoncer que le procureur envisageait d'ajouter des charges de complicité et d'association de malfaiteurs contre Daniel, sur la base des échanges de messages. Ce n'était pas encore certain, mais le parquet analysait les messages avec ses propres experts pour déterminer si l'implication de Daniel entrait dans le cadre légal de la complicité en droit pénal. J'ai demandé à Vincent ce que cela pourrait signifier pour ma mère. Il a répondu que si elle était poursuivie et reconnue coupable, elle risquait une peine de prison avec sursis,
une amende importante et l'inscription d'une condamnation pour délit grave à son casier judiciaire. J'ai raccroché et je suis resté assis dans mon garage pendant un long moment. Le soleil se couchait. L'emplacement vide où se garait l'Alpine n'était plus qu'un rectangle de béton marqué d'une tache d'huile et de traces de pneus. Pauline m'y a retrouvé vers 20 heures. Elle n'a rien dit, s'est simplement assise à côté de moi et a posé sa tête sur mon épaule. Mon téléphone a vibré à 21h47 ce soir-là. C'était un message de Simon, maman vient de recevoir un appel du commissariat. Ils veulent qu'elle vienne pour une audition libre. Qu'est-ce que tu as fait, Julien? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai lu le message une fois, j'ai posé le téléphone face contre terre sur l'établi, et je suis allé me coucher. Les 6 semaines suivantes ont ressemblé à l'effondrement progressif de tout ce sur quoi ma mère et mon frère avaient construit leur existence. Danielle a été officiellement poursuivie pour complicité de vol qualifié. Elle s'est présentée au tribunal de police, a été entendue et laissée libre sous contrôle judiciaire, après s'être acquittée d'une caution de 10 000 € que mon père a réglée. Le jour même, mon père m'a téléphoné pour m'annoncer qu'il avait engagé maître Sylvie Renaud et entamé une procédure de séparation de cordes avec ma mère. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas rester lié financièrement à quelqu'un qui avait conspiré pour voler son propre fils et avait menti pendant un mois. Le dossier pénal de Simon a été examiné en premier. Son avocat commis d'office, conscient que les messages étaient accablants et que Simon n'avait aucune défense solide en dehors d'eux, je pensais que c'était légitimement à moi, a insisté pour obtenir un accord à l'amiable avec le procureur. Le procureur a proposé une peine de 3 ans de prison, dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire, l'obligation d'indemniser la victime à hauteur de 95 000 € et d'effectuer des heures de travail d'intérêt général. Les poursuites en Isère pour la conduite dangereuse seraient confondues. Simon a refusé l'accord. Relisez bien cela, il a refusé un accord qui lui évitait la prison ferme. Son argument, rapporté par Vincent, était qu'il était convaincu que les juges seraient sensibles à son histoire d'injustice concernant le testament de notre grand-père. Il pensait sincèrement que le tribunal entendrait « J'ai volé une voiture parce que mon grand-père préférait mon frère » et répondrait avec clémence. Les mots exacts de Vincent lorsqu'il m'en a informé ont été « Votre frère s'apprête à découvrir que le sentiment d'impunité n'est pas un moyen de défense en droit ». Le procès a été fixé au début du mois de septembre. Pendant ce temps, l'action civile contre Simon et Danielle suivait son cours. Vincent avait déposé une assignation demandant 95 000 € de dommages et intérêts pour la valeur de l'Alpine, ainsi que 30 000 € au titre du préjudice moral et des frais d'avocat. L'avocat de Danielle, Maître Pelletier, a tenté de soulever un moyen de défense pour la mettre hors de cause, soutenant qu'elle n'avait pas participé physiquement au vol. Le juge a rejeté la demande en quelques minutes, s'appuyant sur les messages écrits qui prouvaient de manière irréfutable sa participation active à la planification du délit. Maître Pelletier, m'a-t-on dit, n'avait pas l'air très confiant en sortant de la salle d'audience. Puis, 2 semaines avant le procès pénal, ma tante Nadine a contacté le cabinet de Vincent. Cette même femme qui m'avait traité d'être sans cœur en avril souhaitait désormais apporter son témoignage. Simon l'avait contacté pour lui emprunter 40 000 €, et face à son refus, il avait menacé de révéler les problèmes de jeu de son mari à toute la famille. Nadine était furieuse. Elle a tout raconté à Vincent sur les manipulations de Simon, y compris 2 précédents épisodes où il avait emprunté de l'argent à des proches sous de faux prétextes sans jamais leur rendre un centime. Vincent a versé son témoignage aux pièces du dossier. Le portrait de Simon qui se dessinait n'était pas seulement celui d'un voleur de voiture, mais d'un manipulateur qui exploitait sa propre famille depuis des années en usant de culpabilisation, de menaces et de crises montées de toutes pièces. Le vol de l'Alpine n'était pas un accident de parcours, c'était la manifestation la plus grave d'un comportement qu'il adoptait depuis le début de sa vie d'adulte. Le mois de septembre est arrivé. Le procès pénal a duré 3 jours. J'ai témoigné le premier jour. J'ai parlé de la voiture au tribunal, de Baptiste, de l'effraction, et de ce garage vide qui sentait encore la graisse moteur et la trahison. Je suis resté calme, précis. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. L'avocat de Simon a tenté de présenter l'héritage comme un acte de favoritisme, suggérant que les gestes de Simon étaient l'expression maladroite d'un deuil. J'ai regardé les magistrats et j'ai dit, mon grand-père a passé 15 ans à restaurer cette voiture de ses propres mains. Il me l'a léguée parce qu'il savait que j'en prendrais soin. Mon frère l'a volée, a roulé à 150 km/h et l'a détruite. Ce n'est pas du deuil. C'est de l'irresponsabilité et de la cupidité. Le tribunal a délibéré pendant moins de 4 heures.
Coupable sur toute la ligne. Le président du tribunal a condamné Simon à 3 ans de prison, dont 18 mois de prison ferme, le reste étant assorti d'un sursis probatoire. Il a également prononcé une obligation de réparation intégrale du préjudice à hauteur de 95 000 €, ce qui, compte tenu de la solvabilité de mon frère, revenait à demander à un homme aux poches vides de remplir une piscine olympique. Le visage de Simon à la lecture du délibéré est une image que je garderai longtemps en mémoire. Ce n'était pas de la colère, ni de la défiance. C'était un état de choc total et incrédule. Il a regardé les juges comme s'il y avait une erreur administrative, s'attendant presque à ce que quelqu'un intervienne pour dire « c'était une plaisanterie, vous pouvez partir ». Lorsque l'escorte policière s'est approchée de lui, Simon m'a regardé et a murmuré « Julien, s'il te plaît ». Je n'ai pas détourné le regard, mais je n'ai pas dit un mot. Le cas de ma mère s'est réglé différemment. Daniel a plaidé coupable pour complicité de vol. Elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis simple, une amende de 5 000 € et l'inscription de cette condamnation à son casier judiciaire. Lors du prononcé de la peine, la présidente du tribunal lui a adressé des mots très sévères, soulignant que ces actes constituaient une trahison profonde de son devoir de parent envers ses 2 enfants. Ma mère a pleuré durant toute l'audience. Je n'étais pas présent pour y assister. Le volet civil s'est réglé en octobre. Daniel, désormais confronté à un casier judiciaire et à une procédure de divorce d'avec mon père, a accepté de verser 65 000 € de dommages et intérêts. Cette somme a été prélevée sur sa part de la plus-value de la maison, que mon père rachetait dans le cadre du partage de leurs biens. La condamnation civile de Simon est restée fixée à 95 000 €, somme que le service de recouvrement de l'assureur poursuivra de manière indépendante pour le reste de sa vie active. Laissez-moi vous dire où en est chacun aujourd'hui. Simon a été incarcéré à la fin du mois de septembre et purge actuellement sa peine. Mon père m'a dit qu'il s'était inscrit à un programme de formation professionnelle en détention, ce qui est déjà une bonne chose, je suppose. Je ne lui ai pas parlé depuis le procès, et je ne prévois pas de le faire. Daniel s'est installé dans un appartement en location près de chez sa sœur. Son divorce d'avec mon père est en cours de finalisation. Elle m'envoie une lettre toutes les quelques semaines. Chacune montre une prise de conscience légèrement plus nette de ce qu'elle a fait. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Non pas pour la punir, mais parce que ma réponse se situe quelque part entre le pardon et le ressentiment, et que je n'ai pas encore trouvé les mots justes. Mon père s'en sort convenablement. Il a vendu la maison familiale pour s'installer dans un logement plus petit, plus près du centre-ville. Nous dînons ensemble environ 2 fois par mois. Il consulte un psychologue pour la première fois de sa vie, ce qui aurait dû être fait il y a 30 ans, mais mieux vaut tard que jamais. Il m'a confié récemment qu'il regrettait de ne pas m'avoir mieux défendu durant ma jeunesse, d'avoir laissé la politique du moindre effort devenir celle des plus grands dégâts. Je lui ai dit que j'appréciais ses paroles, et je le pensais sincèrement. Pauline et moi nous sommes fiancés en novembre. Elle a dit oui avant même que j'aie terminé ma phrase, ce qui correspond bien à son sens de l'efficacité. Nous préparons une petite cérémonie pour le printemps prochain, pas de tension, juste de la bonne cuisine et des gens que nous aimons. Et l'Alpine ? On me pose souvent la question. L'indemnisation de l'assurance a couvert la valeur financière, mais aucun chèque ne pourra remplacer ce que cette voiture représentait réellement. C'était la patience de Baptiste, ses samedis matins, ses mains calleuses et son refus de bâcler le travail. C'était le son du moteur qui démarrait par une matinée fraîche, l'odeur du cuir et de l'essence d'époque. C'était la façon dont mon grand-père s'appuyait contre l'aile pour me raconter des histoires de contrées qu'il n'avait jamais visitées et de routes qu'il n'avait jamais parcourues. J'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter un coupé Peugeot 504 de 1970 auprès d'un collectionneur dans le Var. Ce n'est pas une berlinette, elle n'est pas bleu alpine. Elle est blanc de neige avec un intérieur en velours bleu, et elle demande du travail, beaucoup de travail. Le genre de projet qui demande des années, de la patience et l'envie de passer ses samedis une clé à molette dans une main et un café dans l'autre. Je pense que Baptiste comprendrait. J'ai déposé le moteur, désossé l'intérieur et j'ai un carnet rempli de notes pour les 3 ou 4 années à venir. Pauline m'a offert une photo encadrée de Baptiste debout à côté de l'Alpine d'origine en 1986, souriant comme un homme qui savait qu'il possédait quelque chose de précieux à protéger. Je l'ai suspendu au mur de mon garage, juste au-dessus de l'établi. Chaque fois que j'y entre, je regarde cette photo et je réfléchis à ce que signifie réellement le mot famille. Ce n'est pas le mot que certains brandissent pour excuser des comportements inacceptables,
ni le devoir que d'autres instrumentalisent pour fuir leurs responsabilités. C'est la véritable notion de famille, celle qui est présente, celle qui protège au lieu de prendre, celle qui mérite la confiance au lieu de l'exiger. C'est cette famille-là que je bâtis aujourd'hui. Elle est plus restreinte que celle dans laquelle j'ai grandi, mais elle est sincère, et elle est mienne.